Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yves Chevillon, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, et je suis directeur de l'action régionale pour le groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté. Bon, je vais essayer de développer rapidement, mais pour laisser un petit peu de temps aux questions, cette problématique complexe de la crise énergétique et des conséquences sur les marchés. Le contexte énergétique dans lequel nous évoluons actuellement, vous le savez, il est à la fois tendu et complexe. C'est un contexte inédit que bien peu d'acteurs auraient pu prédire il y a quelques mois, 2 années tout au plus. Pour autant, les causes, elles étaient peut-être prévisibles. L'ampleur, vraisemblablement non. L'urgence climatique, bien sûr, de plus en plus prégnante, et donc indispensable transition énergétique qui en découle, mais également des tensions géopolitiques majeures, avec la question très actuelle et douloureuse de la hausse des prix des énergies. Depuis octobre 2021 maintenant, les prix de toutes les énergies, le gaz, le pétrole, le charbon et donc par contagion l'électricité sur les marchés de gros sont devenus fous. Je crois qu'il n'y a pas d'autre qualificatif. Fou à au moins 2 titres. D'abord le niveau élevé, on a atteint des niveaux historiquement élevés, et volatile. Donc c'est deux complexités supplémentaires, à la fois fou et volatile, et cette situation, vous, professionnels, elle vous met en difficulté. Alors on pourrait croire, parce que je l'entends souvent dire, que d'avoir des prix hauts, c'est une formidable opportunité pour EDF. Je me suis entendu dire, vous en mettez plein les poches. Non, c'est pas le cas. La raison, elle est très très simple. On vend à l'avance, à un prix fixé exempté, des volumes d'électricité qu'on produit ensuite au fur et à mesure. Un peu comme on vend le vin en primeur, si vous voulez. Et nous garantissons évidemment que les volumes achetés le seront au prix négocié. Mais pour autant, pour livrer exactement nos clients, on complète notre production par de l'électricité qui est achetée sur les marchés et dont là, pour le coup, on estime expose plutôt les prix. Et aujourd'hui, nos coûts ils s'envolent bien plus rapidement que nos prix, pour une raison très très simple et qui va revenir en fil directeur dans mon propos, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de moyens de production bon marché et pilotables en Europe et aussi en France. À cela, vous pouvez ajouter que pour dynamiser l'ouverture des marchés, et puis aussi plus récemment pour contraindre la hausse des prix, les pouvoirs publics ont demandé à EDF de céder 1/3 de sa production nucléaire à ses concurrents, à un prix qui est à peu près entre 5 et 10 fois inférieur au prix de gros. C'est le fameux mécanisme de l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui a contraint EDF à céder 120 TWh à ses compétiteurs, à 42 € du mégawatt pour les premiers 100 et à 46,2 pour les 20 supplémentaires. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ça parle mieux, 20 TWh, c'est à peu près 2 fois la consommation annuelle d'électricité non résidentielle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous enlevez tous les particuliers, c'est 2 fois la consommation de tous les autres acteurs, vous compris. Alors j'évoquais le fait qu'il n'y a pas assez de moyens de production bon marché et pilotables en Europe. C'est aussi le cas de la France. On ne l'a pas en tête, mais en 10 ans, on a diminué de 12 gigawatts la puissance installée en fermant des centrales au fioul et au charbon, ce qui, évidemment, pour le climat, est une excellente chose, mais pour l'économie, une forme de pénalisation, puisque ces moyens n'ont pas été remplacés par des moyens de production d'électricité décarbonée. Il y a bien sûr eu du développement d'ENR, mais pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et puis, on le sait, les embêtements, pour ne pas utiliser un autre mot, ça vole en escadrille. Aujourd'hui, 26 des 56 réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt du fait de la première crise Covid. Alors, je ne sais plus si c'est 26, 27, parce que évidemment, ça fluctue dans le temps, heureusement dans le bon sens. D'abord, du fait de la première crise Covid. Avec la première crise Covid, on a dû différer un certain nombre de travaux qui devaient être faits dans le cadre de l'entretien de nos centrales. Vous savez, les travaux de maintenance dits du grand carénage. Parce que pendant cette période, tant le personnel que les matériels dont on avait besoin pour le faire n'étaient pas forcément disponibles. Et on avait aussi la contrainte de continuer à faire fonctionner, parce que si on n'avait pas été en capacité de délivrer l'électricité dont on avait besoin, on aurait rajouté de la crise à la crise. Et donc ces travaux, vous ne pouvez pas les différer trop longtemps. Il y a un moment, vous êtes quand même obligé de les faire. Et puis, on a eu la mauvaise surprise de découvrir que certains circuits de sécurité sur des centrales étaient affectés par de la corrosion. Vous savez, le phénomène de corrosion sous contrainte. Alors, ce n'est pas directement critique puisqu'il s'agit de circuits de sécurité, mais comme la sûreté prime sur tout, EDF a arrêté les réacteurs concernés, une douzaine, pour réparer ces circuits.
Aujourd'hui, notre priorité, elle est hyper simple. Il s'agit de travailler d'arrache-pied pour remettre en service tous ces réacteurs le plus rapidement possible, avec l'idée de retrouver 50 gigawatts de capacité de puissance raccordée au réseau début 2023 sur les 62 du parc. Aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin. On est néanmoins sur un rythme de remise en service d'environ un réacteur par semaine ou semaine et demie, avec l'objectif d'atteindre 40 gigawatts de puissance en novembre et puis peut-être 50 en février 2023, si les contraintes techniques et les contraintes sociales, puisque aujourd'hui on a de la grève sur certains sites, ne viennent pas infléchir cette trajectoire. En fait, je suis arrivé aux difficultés du parc nucléaire français en partant des prix de l'électricité. Aujourd'hui, là aussi c'est important, il faut l'avoir en tête, nos experts économiques ils estiment que le haut niveau des prix de l'électricité en Europe, il est imputable pour 15% à la faible disponibilité des parcs, et les 85%, ils sont imputables au prix du gaz. Donc il faut bien garder ces ordres de grandeur en tête. L'essentiel de la flambée des prix d'électricité est imputable aux prix internationaux du gaz. À ce stade, une évidence s'impose. Si on n'est pas en capacité de produire plus, il faut s'efforcer de consommer moins. C'est aussi simple que ça, d'où la campagne nationale de sobriété qui a été lancée. Je baisse, j'éteins, je décale. Vous l'avez vu, le plan sobriété qui a été lancé par le gouvernement en juin 2022, qui prévoit une baisse de consommation des énergies de 10% en 2 ans. C'est assez considérable. Alors en plus, avec l'électricité, il ne suffit pas de consommer moins. Il faut être en capacité d'inciter à consommer moins sur les moments où les besoins sont les plus importants. C'est tout le phénomène de la modulation des consommations. Et ça, c'est aussi un travail sur lequel nous nous sommes engagés depuis des années, à la fois en faveur de la demande de la maîtrise de la demande, et aussi de l'efficacité énergétique. Moi, je me rappelle le premier président d'EDF que j'ai rencontré, je vais faire mon vieux là, c'était Marcel Boiteux, ça date. Il disait moins de consommation par usage pour plus d'usage. Ça reste pertinent. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, on a commencé par réactualiser notre propre plan de sobriété énergétique, que je ne vais évidemment pas détailler, avec 3 grands thèmes, les espaces de travail, le numérique, énormément consommateur d'énergie, et les déplacements. Et puis vis-à-vis, alors je ne développe pas parce qu'on pourrait y revenir, on a aussi une démarche vis-à-vis de l'ensemble de nos clients particuliers pour les accompagner par rapport à ça. On va notamment relancer les tarifs modulés, vous savez, heure pleine, heure creuse, qui était un peu tombé en désuétude, et puis le tarif tempo, qui fonctionnait à une époque, qui était bien déployé, puis qui aujourd'hui est un peu moins déployé, qui va être redéployé. Pour faire très très simple, les 3/4 du temps, et plus des 3/4 du temps, vous payez moins cher votre électricité si vous êtes prêt à vous effacer pendant 22 jours dans l'année, où là par contre ça coûte 3 fois plus cher que la moyenne. Voilà, donc c'est une façon d'écrêter les pointes au regard des besoins. Idem pour les entreprises, là non plus je ne vais pas détailler. Accompagnement de démarches d'efficacité énergétique, bien sûr. Et puis aussi on a développé une grande campagne d'effacement pour contractualiser avec un certain nombre d'industriels la possibilité qu'ils s'effacent les jours de pointe, ce qui leur permet de bénéficier le reste du temps d'électricité plus attractive. Et puis ça nous permet de disposer de capacités supplémentaires le jour où ils s'effacent. Alors, la posture européenne dans tout ça, comment réagit l'Europe à cette crise énergétique d'ampleur ? On peut dire, pour faire simple, 2 orientations. D'abord, essayer de contenir les prix pour préserver les consommateurs et même de tenter de sauver la dynamique économique. Et puis aussi, l'accélération de la transition énergétique. Alors, contenir la flambée des prix, là, pour le coup, on découvre la faiblesse de l'Europe, parce que chacun y va un peu de sa solution, au détriment de la cohésion de l'ensemble. C'est à peu près évident. Vous avez vu l'exception ibérique, nos amis qui ont réussi d'Espagne et du Portugal, mais comme ils sont un peu sur une péninsule énergétique, c'est plus facile à déconnecter les prix de l'électricité et les prix du gaz. Vous avez les fameux qui font beaucoup buzzer les 200 milliards de subventions aux entreprises qui ont été décidées en Allemagne. Au niveau du droit de la concurrence, ça se discute, mais c'est ainsi. En France, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. La baisse de la TICFE, elle a été quasiment effacée aujourd'hui. Les térawattheures d'ARENH supplémentaires que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis le fameux bouclier tarifaire à 4% qui a protégé très significativement les ménages, bouclier tarifaire qui d'ailleurs sera reconduit en 2023 tant pour l'électricité que pour le gaz, mais qui sera de 15%. Ce qui ne correspond pas du tout à la réalité des marchés. Si c'était les marchés qui s'étaient appliqués, les augmentations eurent été beaucoup plus importantes. Et puis vous avez vu aussi les mesures prises par l'Europe, la volonté de plafonner les prix producteurs de l'électricité à 180 €, avec l'idée que c'est les États qui récupèrent la différence pour financer les acteurs économiques. Sur le principe, on peut admettre que ça a de la pertinence. En termes de mise en œuvre, la réalité opérationnelle d'une opération de cette nature, ça paraît d'une extrême complexité, mais
c'est à suivre. Et puis aussi, dans la palette des solutions envisagées, la contribution de solidarité qui est envisagée sur les entreprises pétro-gazières. Voilà, donc tout un tas de mesures qui ne résolvent pas le fond du problème, mais qui en atténuent les conséquences immédiates. Le deuxième volet, c'est l'accélération de la transition énergétique, le REPowerEU, qui prévoit une accélération de la transition pour parvenir à 45% de NR à l'horizon 2030, développement de 10 millions de packs, là encore, je vais très très vite, sur toutes ces mesures. Les packs, ce sont les pompes à chaleur. Oui, excuse-moi, c'est vrai que oui, je raconte. Tu fais bien de le préciser. Oui, oui. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'après une longue période de réticence de nos amis allemands, on sent bien que la volonté de réformer en profondeur les principes du marché, le principe du marché, il est hyper simple, hein, c'est la rémunération au moyen marginal de production qui fonctionne. Hein, c'est-à-dire que vous mettez en service, en empilant les moyens de production les moins onéreux, et puis vous augmentez en fonction des besoins, et puis vous arrivez aux moyens de production les plus onéreux. Aujourd'hui, les plus onéreux, c'est le gaz pour produire de l'électricité. Donc c'est pour ça que le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz. Bon, on sent bien que cette dynamique-là, qui avait du sens à une époque où il y avait une certaine disponibilité, elle est très largement remise en cause. Et donc le maître mot aujourd'hui de la réflexion sur un nouveau market design, pour parler en français moderne, c'est le découplage. Il s'agit d'être en capacité de découpler le prix de l'électricité et le prix du gaz, et puis de découpler aussi les marchés de gros et les prix de détail. On n'en est pas là, hein. Il y a beaucoup de travail à faire pour être en capacité d'y arriver. Aujourd'hui, à ce stade, on peut considérer qu'on colmate les brèches. Tout ça, c'est le conjoncturel, hein. Le drame, c'est que quand on est confronté au conjoncturel, on oublie parfois un peu le structurel. Et le structurel, ça reste le dérèglement climatique. C'est évidemment l'impératif de décarbonation. Dans le monde, hélas, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. On a battu un record l'année dernière, on va battre un record encore cette année, et notamment pour produire de l'électricité. Les priorités européennes, elles restent les ENR, et aussi l'hydrogène, qui est évidemment un sujet qui a une forte résonance dans notre région, et je sais que vous aviez travaillé, et c'est tout à fait logique. Le nucléaire, et même l'hydraulique, ça reste controversé à l'échelle européenne. Pour autant, vu d'EDF, évidemment, ces deux éléments font partie de la solution. Au moins, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en France, on ne rouvre pas de centrales à charbon, même si on maintient celles qui sont existantes. Et nos voisins allemands, vous allez me dire que je fais de la germanophobie, eux, ils ont décidé d'en rouvrir 27, et ils vont maintenir provisoirement en service leurs 3 réacteurs nucléaires restants. Ça leur arrache un peu les tripes, mais néanmoins, la contrainte parfois s'impose à tous. Pour rappel, en France, il existe une stratégie nationale bas carbone, hein, et elle reste d'actualité. Donc elle prévoit quoi, cette stratégie nationale bas carbone? Elle prévoit de diminuer les consommations énergétiques finales de 40% à l'horizon 2050, ce qui est quand même très considérable. Et dans le même temps, et ça on l'oublie, dans le même temps, la part de l'électricité, elle passerait de 25% à 55%. Et donc ça veut dire qu'il faudra produire en 2050 plus d'électricité qu'on en produit aujourd'hui. Ce n'est pas du tout incompatible avec la sobriété énergétique, parce que c'est ça la solution pour décarboner. Et pour ça, il faut augmenter la production d'énergie décarbonée. Alors bien sûr, il y a la chaleur biomasse, il y a évidemment toutes ces solutions qui ont de la pertinence, mais aussi et surtout massivement de l'électricité. D'où le discours du président Macron ici à Belfort, le 10 février, pour ceux qui y étaient, et pour ceux qui l'ont entendu depuis, avec accélération des ENR, et notamment du solaire et de l'éolien offshore, parce que c'est une dimension qu'on a un peu oubliée. Il a aussi dit qu'il fallait accélérer ça, et le maintien du parc nucléaire actuel, bien sûr, il faut conserver. Donc ça veut dire ipso facto que ce discours avait tué la programmation pluriannuelle des énergies antérieure qui prévoyait la fermeture de 12 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Et en plus, la relance d'un programme de nouveau nucléaire avec 6 EPR dans un premier temps et l'étude commandée à la grande maison, à la filière, d'en imaginer 8 de plus. Alors, le débat public pour les prochains EPR, il est commencé. Il est ouvert pour Panly, puisque c'est le premier site qui doit se faire, qui devrait accueillir une première paire d'EPR. Et il est ouvert jusqu'en février 2023, si je ne me trompe. Ça tombe bien parce qu'en même temps, au printemps 2023, il y aura une nouvelle PPE. Donc on peut espérer que les planètes s'aligneront à nouveau.
Tout ça, ça constitue autant d'opportunités, comme l'a évoqué Alain, d'activités de développement pour les professionnels qui sont peu ou prou sur ces sujets, donc pour les professionnels de la vallée de l'énergie, pour des acteurs d'un cluster qui veut, et là je cite, j'ai lu vos documents, concevoir et fabriquer des matériels et des solutions industrielles pour la production d'énergie bas carbone et la décarbonation des activités professionnelles. On est pile poil dedans. On est pile poil dedans. Et évidemment, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Évidemment, EDF est au cœur aussi de cette problématique énergétique et du coup a fermement l'intention de vous appuyer. Parce que ce n'est pas par philanthropie, ce n'est pas parce que vous êtes sympathique, mais parce que c'est aussi son intérêt, évidemment, pour que ceci réussisse. Et c'est son intérêt que vous réussissiez, parce que c'est au service de nos missions à nous aussi. Voilà, on reste pour autant mobilisé à vos côtés. On applique toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour protéger, autant que faire se peut, la dynamique économique. Le bouclier tarifaire pour ceux des petites entreprises qui y ont droit, les droits d'arène pour les autres. Vous avez aussi le plan de résilience électricité et gaz, que je ne développe pas, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Mais quand on a dit tout ça, il ne faut pas s'illusionner. Il n'y a pas de solution miracle pour résorber la crise. Il n'y en a pas. Il faudra le temps de construire de nouveaux moyens de production décarbonés et pilotables, ou bien il faudra rouvrir des centrales à charbon. J'espère que non. Moi, néanmoins, quand je suis interpellé sur le sujet par des professionnels qui me disent comment je peux faire pour diminuer ma facture d'électricité ou d'énergie, il y a à minima 3 réflexes. Encore une fois, ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des panacées, mais néanmoins, il faut bien acheter. Et pour bien acheter, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'abord d'avoir un rapport avec un fournisseur de confiance, et pas forcément un mercenaire qui cherche à faire court et au plus cher ou au moins cher, mais facialement. Il faut avoir quelqu'un qui est en capacité de vous conseiller et de vous amener à contractualiser au meilleur prix. Ça veut dire qu'il faut être en capacité d'anticiper ces négociations. Il n'y a rien de pire que de se trouver devant le mur là, ou devant la falaise et de devoir signer hyper rapidement. Je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous ont acheté l'électricité auprès d'EDF ou d'autres fournisseurs et il y a longtemps et pour plusieurs années. Probablement qu'à l'époque, c'était le meilleur choix de gestion pour votre entreprise. Donc anticipez. Pour bien acheter, il faut évidemment s'efforcer de moins consommer, chaque fois qu'on peut. Faire des économies d'énergie, bien sûr, c'est très à la mode. Et puis chercher l'efficacité énergétique chaque fois possible dans ces process notamment. Et là aussi, on peut vous aider, notamment via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie qui permettent d'investir dans des moyens qui permettent de consommer moins d'énergie. Et puis le troisième triptyque, c'est de produire soi-même, pour autant que faire se peut. Si vous êtes en capacité d'installer du photovoltaïque et d'autoconsommer votre production, évidemment, ça fait sens. Et les temps de retour sur investissement, ils sont corrélés au prix d'électricité sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus intéressants. Donc, pour faire simple, ça n'a jamais été aussi rentable. Voilà, j'ai commencé par la crise, j'ai brossé un panorama qui n'est pas spécialement réjouissant, c'est clair. Pour autant, toute crise, comme l'a dit Alain, c'est aussi un faisceau d'opportunités. Moi, je trouve que les annonces de Belfort en février, elles ont annoncé un certain nombre d'opportunités, elles les ont mis en évidence. Et j'ai vraiment une conviction que je voudrais affirmer auprès de vous là aujourd'hui, c'est que ici, on est dans un berceau de la production d'énergie. On dit souvent le berceau du nucléaire, mais ce n'est pas tout à fait faux. Il est né ici, et pas que. Donc il serait quand même très, très étonnant que les acteurs industriels, que le tissu des PME, PMI du territoire ne soit pas en capacité de se saisir de ces opportunités. Et donc moi, je finirai avec juste une conviction toute simple, qui est que je pense, et c'est vraiment une conviction, que le cluster Vallée de l'énergie, il a de beaux jours devant lui. Voilà, j'ai 9 minutes pour vos questions. Ou commentaires, pas forcément... François Cortinavis, M+. Je voudrais rebondir sur effectivement l'annonce du président Macron en février. Donc effectivement, il annonce le déploiement d'un nouveau plan nucléaire. Et puis en parallèle également la reprise des activités nucléaires de General Electric. Dans le montage qui est imaginé, donc on vous demande à vous, EDF, de reprendre ça, oui. Mais on prévoit également l'entrée dans le capital de Rosatom. Rosatom, c'est un Russe. Donc aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, quel est l'impact de cette guerre en Ukraine, justement, sur l'association avec Rosatom? Est-ce qu'elle est encore possible? Est-ce qu'on est autonome au niveau français pour nos centrales? Et puis qu'en est-il des projets qu'on a à l'extérieur? Par exemple, je pense à Kouyoum, qui est porté par Rosatom. Je pense à Pax en Hongrie, qui est porté également par Rosatom. Alors, quelle est la menace de la guerre en Ukraine sur les opportunités que vous venez de citer? C'est une vaste question.
D'abord, on applique évidemment les politiques européennes, les politiques françaises. Or, pour l'instant, il n'y a pas eu de veto de relations industrielles avec Rosatom. Bon, donc on a le droit de continuer à causer avec eux. Donc oui, ça continue. Effectivement, dans le projet initial, il était envisagé, et je mets des guillemets, que Rosatom soit partie prenante du capital de l'acquisition. À ma connaissance, ce sujet reste en suspens, parce que la décision n'a pas été prise, vous l'avez en tête. Déjà, j'aurais dû commencer par là. La signature n'est pas faite. On a bien un protocole de négociation exclusive pour l'acquisition des activités nucléaires de General Electric, mais le processus n'a pas abouti. Et il n'a pas abouti notamment à cause de cette situation. Ça a un impact aussi, la situation géopolitique et puis la guerre ukrainienne, sur la valorisation de l'activité. Puisque dans l'activité, il y avait un portefeuille de commandes de Rosatom. Quelle est la valeur de ces commandes aujourd'hui? Ce n'est pas si simple que ça à évaluer. Donc tout ça fait partie de travaux, ça continue. Le chemin n'est pas totalement abouti. Vous me posiez la question tout à l'heure, c'est quoi le sens? Alors, le patron actuel d'EDF, Jean-Bernard Lévy, ne s'était pas caché dès l'origine en disant on n'a pas vocation à racheter tous nos fournisseurs, donc on n'est pas spécialement demandeur. Pour l'entreprise EDF, compte tenu en plus de nos situations financières, ça peut se comprendre. Si on élargit un peu le débat, tout le monde admet qu'il y a une pertinence pour la filière nucléaire française à maîtriser un acteur aussi stratégique pour la filière que l'activité nucléaire de General Electric. Ça, c'est juste une évidence. Voilà. Donc, à partir du moment où on envisage de relancer l'activité nucléaire, ça paraît assez cohérent d'envisager que cette activité, ne disparaisse pas, ou deux, ne soit pas récupérée par d'autres acteurs. Voilà. Donc ça reste pertinent. Maintenant, le plus dur à prédire, c'est l'avenir. Et surtout l'échéance. Alors, si, je peux répondre ce que m'a répondu il n'y a pas très longtemps le chef du projet quand je lui ai posé la question. Il m'a dit on n'a jamais été aussi près de signer. Puis la question, surtout, sommes-nous encore autonomes en France pour reconstruire nos propres centrales nucléaires sur notre territoire? Alors, ça c'est déjà, là pour le coup, je vais laisser la parole à Cécile tout à l'heure sur le sujet. Clairement, on y travaille d'arrache-pied et pas depuis 6 mois. Ça c'est clair. Moi je vous renvoie au rapport Folz. C'est très intéressant, vous savez, le rapport qui avait été commandé par Jean-Bernard Lévy sur pourquoi on n'est pas au rendez-vous sur Flamanville, quoi. Et donc il est très intéressant ce rapport, il a montré un certain nombre de choses, et notamment derrière, il y a les problématiques de compétences, etc. Notre président, il a pris la parole il n'y a pas très longtemps à côté de notre ministre de tutelle, Agnès Pannier-Runacher. Il dit, mais attendez, ça fait des années qu'on nous dit qu'on va arrêter les centrales. On a recruté des gens pour démanteler, pas pour reconstruire des nouvelles centrales. Donc recréer des filières, ça prend du temps, mais on y avance très très fort. Donc ça va prendre du temps. C'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure le fait que probablement on n'est pas sorti de la crise tout de suite. Mais encore une fois, les travaux les plus longs à terminer, c'est ceux qu'on ne commence pas. Donc, si on aurait commencé il y a 10 ans, ça n'aurait pas été plus mal. On est d'accord. Mais il vaut mieux le faire maintenant que pas du tout. Autre question? Oui, une question peut-être un petit peu plus simple. L'offre d'effacement qui est faite en direction des industriels aujourd'hui, est-ce qu'elle a une cible spécifique? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des industriels qui sont ciblés par l'offre d'effacement ou c'est l'ensemble des industriels? C'est tous les industriels qui sont en capacité de le faire. Et en fait, il y a 2 natures d'offres d'effacement. Il y a une offre, pour faire simple, qui est vous avez droit à un prix d'électricité plus intéressant que le prix ordinaire, mais vous prenez un engagement d'effacement. D'accord ? Ça, c'est la première solution. Puis la deuxième solution, c'est vous avez un prix ordinaire, si je puis dire, et vous avez une potentialité d'effacement. On vous demandera éventuellement si vous êtes prêt de vous effacer. Si vous vous effacez, on vous rémunérera l'effacement. Si vous ne vous effacez pas, vous paierez l'électricité comme vous devez le payer, quelque part. Vous voyez, il y a 2 possibilités. Ça, en fait, c'est fonction des capacités de l'industriel. S'il a les capacités, si son process industriel lui permet de s'effacer, etc., il est sûr de pouvoir s'effacer, il a plutôt intérêt à prendre la première. S'il n'est pas sûr de cette affaire, mais qui peut-être il peut avoir des opportunités en fonction de sa gestion de son portefeuille d'activité, à ce moment-là, il peut prendre la deuxième. Voilà. Pour élargir encore une fois la palette, parce que c'est fondamental, que vous savez bien, l'électricité ne se stockant pas, les pointes, elles coûtent monstrueusement cher. Donc ça présente un vrai intérêt stratégique d'effacer les pointes.
Merci. Grégory Kotnarowski, enseignant-chercheur à l'ESTA. Vous avez évoqué des mécanismes, donc merit order, enfin des mécanismes, l'AREN, qui sont des choses, je pense qu'il y a 3% de la population nationale qui comprend de quoi on parle. Les gens s'intéressent au kilowattheure, mais ne font pas la différence entre un watt et un wattheure. Oui. Vous avez parlé puissance installée, c'est très électricité. Si on parle des énergies fossiles, on va beaucoup plus raisonner en TEP, en BTU, enfin voilà, on va dire d'autres unités qui parlent encore une fois à personne. J'ai pas entendu parler de tout ce qui était sensibilisation, formation, comment on accompagne en fait une population à prendre conscience de la réalité de ce que c'est que la transition énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la politique du groupe comme EDF pour accompagner cela? Est-ce qu'il y a des choses en place ou qui se mettent en place? Je sais que vous déployez la fresque du climat en interne, mais ça reste des dispositifs internes. Ça se déploie ensuite. Je sais, mais ça c'est l'association de la fresque du climat après qui le déploie de manière plus large. Voilà. Est-ce que vous avez des choses qui sont en cours? Vous avez prévu de mettre des choses en cours pour essayer d'accompagner la population à la compréhension de ces mécanismes? Alors Merci. la réponse est oui. Oui, résolument. Et à tous les strates, alors notamment vis-à-vis de l'enseignement. On travaille beaucoup avec les filières d'enseignement, avec les rectorats sur toutes ces problématiques pour la sensibilisation des plus jeunes. Vous évoquez la fresque du climat. Je ne sais pas combien d'étudiants l'ont fait l'année dernière. On a aidé à l'accompagnement de ça. 2500 étudiants, scolaires et étudiants l'ont fait l'année dernière sur le territoire. Et on a été promoteur de ça. Mais c'est un titre d'exemple. Et c'est extrêmement passionnant de voir comment les jeunes y réagissent. Assister à une discussion entre eux sur le sujet, c'est tout à fait passionnant. Voilà, au-delà de ça, si la dimension sobriété, c'est pas nouveau, mais on continue à la déployer. Vous avez sans doute vu commencer à voir la campagne qui est en train de se développer là sur la sobriété. Alors je sais jamais, c'est j'éteins, j'économise, je décale, je sais plus bien. Il y a cette opération. Alors c'est l'État qui initie ce processus, mais évidemment on est acteur on va continuer à promouvoir aussi parce que ça correspond à un besoin qu'on a, quoi. Donc cette sensibilisation, elle n'est pas nouvelle, hein, mais du coup, elle prend encore plus d'ampleur. Hein. L'objectif, c'est quand même d'aboutir à 10% à l'horizon 2024 d'économie, c'est pas trivial. Et quand on dit ça, là aussi, il y a souvent une confusion, parce que vous avez évoqué les différentes confusions, puissance, il y a souvent confusion entre énergie et électricité. Hein. Il y a plein de gens qui focalisent sur comment on fait des économies d'électricité à la place de comment on fait des économies d'énergie. Alors oui, il faut faire des économies en électricité, c'est clair, mais pas que. Pas que, hein. Encore une fois, l'électricité, c'est 20% de la consommation d'énergie finale en France, quand même. Bon, nos amis de Total nous aident à faire des économies d'essence. Merci beaucoup, Yves. On peut t'applaudir.